Bonjour zusammen, ich bin Martin, Vizepräsident von Unser Land, et donc j'ai l'honneur de vous présenter la table ronde Langue régionale de France. Pourquoi ça bloque? Alors effectivement, comme Saverio, son sourire le montre, c'est un vaste sujet. C'est un sujet qui me suit depuis mon enfance. Donc aujourd'hui aussi, je voudrais rappeler que les langues régionales sont classées, en danger par l'UNESCO. Je sais que les organisations internationales n'ont pas tellement le vent en poupe en ce moment. Néanmoins, l'UNESCO classe notre Muttersprache parmi les langues en danger. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale, le 24 février, c'est la journée internationale des langues régionales. Et sachez que tous les 2 semaines environ, il y a une langue qui disparaît de cette planète. C'est autant de richesse et de diversité qui part. Donc pour m'accompagner sur cette thématique, je bénéficie du soutien de Saverio Luciani, du PNC Partito di Nazione Corsa, à l'Assemblée de Corse, conseiller à l'Assemblée de Corse, qui nous fera part de sa vision, et également en visio, il n'a pas pu être présent avec nous, Paul Molac, député breton, donc grand promoteur de la loi Molac, dont on a parlé tout à l'heure, et qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Je m'excuse auprès de nos invités, je vais commencer ma présentation en langue régionale pour un peu placer les idées. Also ich bin geboren vor 49 Jahren im Krummen Elsass. Das ist eine Zeit gewesen, da ist man auf der Welt gekommen und alle Leute haben Deutsch geredet. Es ist normal gewesen. Man hat geträumt auf Deutsch, man hat alles gesagt auf Deutsch. Man hat gebetet auf Hochdeutsch und man hat gesungen auf Hochdeutsch. Alles ist normal gewesen. Man hat sich mit Leuten unterhalten von Mulhouse auf Wiesenbui und das auch mit dem, ihr habt es gehört, dass ich Päxer sind, im Krummen, Sagemin, Vorbach und in Deutschland, in der Schweiz und so weiter. Es ist alles, man hat gewusst, man ist Franzose, aber man hat gewusst, man ist Teil von einer kulturellen Einheit. Und nach und nach sind gewachsen, sind ich in die Schule gegangen und natürlich in der Schule habe ich Französisch gelernt. Aber natürlich, wie alle, habe ich gehört, ne parle pas ton patois, aber natürlich, das ist alles, aber man hat sich ausbilden und sind ich größer war, habe mich ausgebildet und habe einen Beruf gelernt und habe mich noch ins Elsasser Tal installiert. In der Nähe in Mittelberge von Schlittstadt. Und einmal da sind ich meine Eltern besuchen, die immer noch im Krummen Elsass wohnen. Und vielleicht sind ich 40 Jahre alt gewesen. Und sind ich auf die Idee gekommen von einem kleinen Dorf. Das Dorf heißt Tal. Tal ist neben Berg, man ist nicht krumm umsonst. Und sind ich auf die Idee gekommen von dem Dorf. Und da sind Kinder mit dem Velo rumgefahren. Wie so ist in diesen Dörfern? Wenn der Fremde kommt, ist man immer ein bisschen neugierig. Und dann habe ich den Kindern gesagt, und ihr Kind, wie geht's? Und dann haben sie mich angeschaut. Mit einem Gesicht, mit Augen. Und dann habe ich gedacht, was ist passiert? Donc, voilà, j'ai un petit peu placé le contexte. Voilà. Donc, issu d'un village complètement dialectophone, en l'espace d'une génération, les enfants de ceux qui m'ont suivi sont complètement francophones et considèrent la langue qui était pour nous la langue d'utilisation, la langue de cœur, avait complètement disparu. J'aurais pu parler chinois, ça aurait fait la même impression. Et je me suis posé la question alors, à ce moment-là, je n'étais pas encore militant politique, mais effectivement, ça a forcément forgé après mon engagement politique. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on est passé
donc dans ces petits villages, d'une société bilingue à une société monolingue, et maintenant, mais bon, ça c'est un autre débat, presque sans langue. Et donc là, évidemment, ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de questions. Et évidemment, la France dispose d'une des plus grandes diversités linguistiques en Europe. Et puis, on règne effectivement ce discours que les langues, c'est la richesse de la République. Mais on voit bien que la Constitution, pour la Constitution, une bonne langue régionale est une langue morte. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a déjà dit M. Feltin-Palace sur la ratification de la Charte européenne des langues régionales, qui n'est toujours pas ratifiée. Et puis, donc j'ai beaucoup, finalement, petit à petit, j'ai commencé à réfléchir pourquoi est-ce que la France fait du monolinguisme une condition de la survie de son État. Évidemment, bon, nous, aujourd'hui, l'état de l'Alsacien, nous savons où nous en sommes, et où nous en sommes arrivés plutôt. Et de plus en plus, dans les quartiers, il y a des enfants qui sont issus d'origines diverses et variées, qui arrivent dans les écoles avec leur langue. Et finalement, j'ai discuté avec une spécialiste de ce sujet. Eux aussi, la tendance est très fortement à ce qu'ils sortent monolingues. Pourtant, eux bénéficient de plus de droits que ce que nous y avons droit, puisqu'ils bénéficient de l'enseignement souvent des dispositions de l'enseignement de la culture et de la langue d'origine. Nous avions droit à rien. En passant, même notre option langue et culture régionale, qui fonctionnait bien, qui était une option qui permettait quand même d'essayer de transmettre un peu quelque chose, on lui a fait la peau. Et elle a disparu. Et nos édiles ont même été jusqu'à dire c'est une mesure de bon sens. Voilà. Le bon sens, c'est que tout disparaisse. Donc, force est de reconnaître que notre langue, notre culture, qui est historiquement présente ici depuis des millénaires, elle n'a aucun droit juridique, elle est juste tolérée, elle est peu visible, et puis finalement, elle est réduite au folklore en attendant que tout disparaisse. Alors évidemment, on ne peut que saluer les efforts qui sont faits par ceux qui s'engagent à créer des cursus bilingues, également les écoles de type immersive qui en Alsace sont portées par ABCM. Sarah pourrait en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'elle est très engagée dans ce combat. Mais force est de constater, aujourd'hui, on a des difficultés pour recruter du personnel compétent, puisque la compétence linguistique, elle a disparu. Il y a un problème de rémunération, parce que en fait, on ne veut pas payer correctement les gens qui disposent encore de la compétence. Dernièrement, dans ma famille, j'ai vécu, disons, l'histoire de ma fille qui a voulu ouvrir une classe bilingue à Krautergesheim. Et elle a lancé le processus en 2025, déclaré année du bilinguisme par la collectivité européenne d'Alsace. Je me suis rendu compte que c'est très compliqué. Après moult réunions, une pétition contre le bilinguisme et moult péripéties, la prochaine réunion avec le rectorat a été placée en novembre de cette année. Donc vous voyez, les années passent, alors qu'elle avait rassemblé un groupe de plus de 20 parents motivés. Donc on voit que finalement, il n'y a pas de volonté, il y a des discours, mais il n'y a pas de fait. Également, un des freins au développement du bilinguisme, c'est que beaucoup de zones géographiques où historiquement la pratique était importante, elles ne sont plus du tout couvertes par l'offre, elles ne sont pas couvertes par l'offre même, des populations qui ne sont pas très revendicatives. Je parle en connaissance de cause, par exemple,
ma région d'origine, le Cromé-Alsace, où finalement il y a très très peu d'offres. Et puis, pire, aujourd'hui, on constate des effectifs à la baisse, là où il est en vigueur. Les gens abandonnent. Les gens abandonnent parce que les enfants perçoivent la langue comme... c'est comme l'eau. C'est l'eau qui veut toujours couler en descente. Donc les enfants ont toujours tendance à prendre le chemin le plus facile. Et leur imposer une autre langue, c'est quand même une difficulté, d'autant plus que notre langue historique, aujourd'hui, est considérée comme une langue étrangère, quasi inutile parfois, alors que nous sommes quand même, on fait partie d'un bassin de 100 millions de locuteurs, donc au-delà donc, de l'aspect culturel de cette langue, on se coupe finalement de tout un bassin et de nombreuses opportunités économiques. Et voilà, ça a été abordé tout à l'heure avec la Moselle qui est en voie de paupérisation. Et donc, le dernier symptôme, enfin, disons, la dernière chose que l'on peut dire, pourquoi il y a cet effondrement aussi dans les effectifs, c'est qu'il faut quand même reconnaître que l'enseignement de langue est particulièrement inefficace en France. On est quand même très très mauvais dans l'enseignement des langues. Et souvent, quand vous avez des échanges dans les classes supposées d'un même niveau, que ce soit avec des Anglais, des Espagnols, enfin bon, pas des Anglais, c'est mauvais, mais d'autres, par exemple des Allemands et des Alsaciens, aujourd'hui, c'est plutôt les Allemands qui vont parler français, parce qu'ils sont meilleurs que nos enfants. Et donc, voilà, donc, toutes ces difficultés me fait poser une question centrale. Pourquoi est-ce que nous échouons alors que d'autres pays, et notamment les pays fédéraux, alors que nous baignons finalement au centre d'un terreau de pays fédéraux, est-ce qu'on échoue et les autres, ils réussissent. On connaît les exemples donc au niveau des pays fédéraux proches de nous, les Allemands, où les minorités frisons, danois ou sorbiches bénéficient d'aménagements qui sont bien supérieurs aux nôtres. Ne parlons pas finalement aussi de la Suisse, avec, ça a été évoqué, les 4 langues officielles, où 4 langues officielles cohabitent, ou même un peu plus haut, pour ceux qui sont un peu plus du nord, les Belges, où il y a quand même le français, le néerlandais et l'allemand qui cohabitent et qui sont langues officielles dans ce pays. Alors, juste pour l'anecdote, une fois, de par mon travail, en Belgique, j'ai écouté une émission par des Wallons qui s'étonnaient qu'en Wallonie, les gens parlent français, et que français. Alors que chez les Flamands parlent beaucoup de langues, parlent le néerlandais, l'anglais, l'allemand, et sont ouverts à tout un univers linguistique auquel ne sont plus ouverts les Wallons. Alors, et une des réponses d'un intervenant, c'était « Le français est une langue exclusive qui ne supporte la promiscuité avec aucune autre forme d'expression ». Donc voilà, ça m'a fait rire, jaune, mais rire. Voilà, alors on peut regretter, nous en Alsace, par rapport au constat que je dresse, voilà, est-ce que nous sommes condamnés à être le perpétuel glacis de la zone francophone ? Et puis, est-ce que c'est ça notre destin maintenant ? Mais il faut quand même que nous soyons conscients que cela ne sera pas sans conséquence, puisque nous réclamons européens, nous avons les institutions européennes à Strasbourg, et à partir du moment où le lien entre notre langue culturelle
notre culture, notre langue et l'espace germanique sera rompu, eh ben, il sera difficile de justifier la présence des du Parlement européen à Strasbourg. Voilà, alors, désolé pour cet état des lieux un peu pessimiste sur l'Alsace et la Moselle, mais on peut vraiment, voilà, c'est réaliste. Et on peut vraiment parler que nous avons été victimes, pour revenir au départ, on a été victimes d'un processus d'éradication. Et on a été victime d'un processus d'éradication du bilinguisme populaire. Et ce qui me fait d'autant plus mal quand je vois que dans les villes, eh ben voilà, le soutien qui sont apportés aux écoles internationales, etc. Et nous, on nous a reproché que le bilinguisme serait rupture du principe d'égalité. Alors que dans les villes, au niveau de ceux qui ont accès aux écoles internationales, ça ne pose aucun problème. Voilà, après cet état des lieux, donc je vais donner la parole, s'il est prêt, à monsieur Paul Molac, donc il va nous parler de la Bretagne, donc forcément du Divoine. Donc la Bretagne, pour nous, c'est les écoles d'Ivoine, le festival interceltique de l'Orient, une culture celte qui a le vent en poupe, mais il va nous apporter des précisions sur le cas spécifique breton. Et évidemment, la première chose avant de pouvoir proposer la langue, c'est déjà d'avoir le nombre d'enseignants nécessaires pour pouvoir le faire. Ce qui veut dire que si on estime, et c'est la loi qui le dit, c'est moi tout seul coup, la loi vous dit, eh bien il faut proposer la langue régionale à tous les enfants d'une classe d'âge, c'est-à-dire dans toutes les écoles. Ça veut dire qu'il faut former tous les professeurs à cette langue régionale, sinon je ne vois pas comment on va pouvoir faire une proposition généralisée. Comment faire cette formation ? Eh bien, je ne vois d'autre solution que ce que nous avons pu mettre en place en Bretagne, c'est-à-dire avoir une formation qui apprend la langue, d'une part, et apprend le métier d'enseignant, d'autre part, dans la même formation, pour ne pas perdre de temps. Alors, est-ce qu'il y a une région, par contre, en France où on n'en a pas besoin parce qu'on a suffisamment d'orthophones pour qu'on ait suffisamment de gens qui se présentent et on n'a pas besoin d'en apprendre la langue? Ce n'est pas le cas dans les autres régions de France où on a besoin d'une remise à niveau en langue pour le moins et quelquefois pas même de leur directement la langue. Il faut avoir des enseignants formés. Et après, eh bien, il va falloir pousser l'éducation nationale à ce que ce soit tous les enseignants qui soient formés. Parce que vous voyez bien qu'un enseignant qui est là, qui est recruté, il va faire une carrière de 43 ans, pour la plupart d'entre eux. Et donc, si on n'a pas profité de ces études universitaires pour pouvoir faire cet engagement-là, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile après de le faire. Alors, ça veut dire, oui, je sais bien qu'il y a des formations continues, qu'on peut... en Bretagne, on a réussi à avoir 25 postes pour envoyer des gens en formation pendant 1 an pour qu'ils puissent enseigner ensuite en breton. Et oui, c'est dans la formation initiale pour être enseignant. Donc, avec l'éducation nationale, on a poussé au bout pour qu'il y ait un parcours préparatoire au professorat des écoles à Brest, qui fonctionne maintenant depuis 4 ans. Et bientôt, ceux qui ont été, comme on les prend en licence, on leur apprend la langue. Voilà, il y a 3 ans de licence, plus 2 ans de master, ce qui fait 5 ans pour apprendre le métier et apprendre la langue. Et les premiers vont donc sortir à la rentrée de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2027. Une autre formation de ce type-là va ouvrir également à Rennes en 2027. Et en Corse, je sais, alors je salue Saverio aussi, il est toujours là, mais qu'en Corse, la LPE qui va être proposée, en fait, la licence de professeur des écoles sera du même acabit, c'est-à-dire qu'en gros, il y aura une remise à niveau en Corse, et puis il y aura tous les enseignants de
Corse du premier degré seront formés à la langue corse. Je pense que dans toutes nos régions, c'est à ça qu'il faut aboutir, parce que nous avons la particularité du système français, où pour le second degré, c'est très compliqué, parce que les étudiants préparent un concours, mais le recrutement est national, alors que pour le premier degré, ce n'est pas le cas. Donc là, nous avons plus facilement la main avec la formation et avec l'opérateur historique de l'éducation nationale. Alors, il faut encore aussi pouvoir convaincre les universités de s'y mettre, parce que ce n'est pas toujours évident en ce moment, surtout qu'elles ont quelques problèmes de financement. Donc, voilà, si vous voulez, la première politique qui est celle de l'enseignement, qui est très importante. Évidemment, après, il faut que l'éducation nationale se structure avec des inspecteurs pédagogiques, avec tout ce qui va avec l'enseignement bilingue et l'enseignement d'une langue. Alors, vous voyez bien l'objectif. L'objectif, c'est de former tous les enseignants. L'objectif, c'est de changer la Constitution pour sécuriser nos langues régionales, car je vous rappelle que la méthode dite d'immersion est toujours déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Ce qui, évidemment, est un peu... en quoi le Conseil constitutionnel peut-il se prononcer sur une méthode pédagogique? C'est de ridicule. Donc, il y a cet aspect-là. Alors, vous voyez bien que la lutte, elle se passe à différentes échelles. C'est pour ça que pour tout ce qui est modification de la Constitution, il faut vraiment passer par vos parlementaires, évidemment, puisque ça sera à Paris, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et en Congrès ensuite. Et puis, pour tout ce qui est opérationnel localement, eh bien, ça se fait, c'est marqué dans la loi, c'est pas une faculté, c'est une obligation, ça se fait avec des conventions qui sont signées entre les collectivités locales et l'éducation nationale pour mettre en place la généralisation de la proposition d'enseignement de la langue régionale à tous les élèves. Donc, deux niveaux qu'il faut bien, évidemment, articuler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez besoin de remonter au ministère pour avoir la parole d'un ministre qui dit à un recteur, par exemple, écoutez, c'est ça qu'il faut faire. Et je sais qu'en Bretagne, j'ai effectivement une facilité à ce niveau-là, parce que je suis conseiller régional chargé de la langue bretonne, et en même temps député, donc je joue en fait sur les deux tableaux, ce qui permet d'articuler les choses. Et dans ce qui peut bloquer, bien sûr, après, eh bien, il y a tout ce que peuvent faire les collectivités locales localement, directement. Je pense à la signalétique, je pense à la petite enfance, où ils ont compétences, je pense aux crèches, je pense à ce qui est en dehors de l'école, hein, les vacances, les centres aérés, etc. Où là, dans la mesure où on a un certain nombre d'enseignants nécessaires, enfin non pas d'enseignants mais d'animateurs, que les animateurs soient capables de parler la langue régionale, qu'il y ait suffisamment d'enfants qui la parlent à l'école pour pouvoir faire des activités. Le truc tout bête, c'est évidemment d'avoir quelqu'un à la médiathèque qui soit, alors fonctionnaire territorial, capable de parler la langue régionale. Ça, ce sont des choses qui sont à faire progressivement. Là aussi, question de formation, parce que souvent les gens qui ont une formation de bibliothécaire ou de multimédia, eh bien, ne maîtrisent pas la langue. Donc vous voyez, on a vraiment, en attendant d'avoir suffisamment de gens formés, parce qu'en développant les écoles, on va finir par en avoir, et là on est un peu dans le dur, et il faut un peu faire feu de tout bois, et en particulier dans les questions de formation. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire dans la façon dont on peut fonctionner, dont on doit essayer de fonctionner, et évidemment, vous avez la communauté européenne des AS, il faut absolument qu'elle soit moteur maintenant pour avoir une convention avec l'éducation nationale, d'ailleurs elle en a une. Merci beaucoup, Paul.
Merci Paul. Donc je reviendrai tout à l'heure pour les questions. Je vais maintenant donner la parole à Saverio Luciani, donc qui lui bénéficie d'un soutien fort de la collectivité en Corse. La situation est quand même un peu différente et qui va nous faire l'état des lieux en Corse. Merci. Merci d'abord, salut à tous. Merci de l'invitation, déjà. Salut à Paul pour ses propos, parce qu'il rejoint un peu, on se croise hein, dans les solutions, dans les recherches de solutions. Bon, je commencerai rapidement. Tout à l'heure, j'ai vu une vallée qui était pas mal. Là, c'est le must, ça, c'est la grande chaîne de la Corse, Palaor, c'est nos brebis. Voilà, ça, c'est le pays d'où on vient. C'est le pays c'est un monde qui n'existe pratiquement plus, le monde de nos pères qui pensaient que leur langue était immortelle et qui ne comprenaient pas que les enfants se battent pour justement la revendiquer. Mais à quoi ça sert? Te fous. Parlez-moi de Tigoursoui. Tout le monde parle. Donc, si un jour on s'est engagé, c'est peut-être parce qu'ils nous ont obligés à grimper l'échelle sociale, ne pas rester berger comme eux, et finir à l'ESPE. Donc, et finalement, se retrouver à faire le berger avec des élèves. Et c'était peut-être pas mal, ça permet comme ça de transmettre, parce que la transmission, c'est un maître mot pour nous. Hein. C'est essayer de porter, pas tous les mots, parce qu'on en a perdu dans le voyage, mais de porter avec nous le maximum de choses au-delà d'une langue. Parce que la langue, c'est pas simplement, je veux le dire ici, c'est pas simplement des mots, des sujets, des compléments, des adverbes, des conjonctions de coordination. C'est le regard de mon père, c'est le geste de mon grand-père, et c'est le silence de ma mère aussi. C'est ça, une langue, ça porte beaucoup plus que le mot lui-même. Le mot, il est réducteur, finalement. Voilà, on continue. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est un peu la suite. C'est qu'il y a eu un moment donné, il y a 46 ans, on est dans une manif, c'est en 80, ça. On chante. C'est l'époque du réacquist, c'est les années 70, 80, le moment où il y a les événements d'Alir, que vous connaissez peut-être dans l'histoire, et il y a surtout une montée très forte du mouvement culturel corse, du mouvement politique, je dirais, autonomiste à l'époque, puis indépendantiste, avec la création, vous avez vu une photo tout à l'heure, de mon prédécesseur, où il y avait des gens qu'on ne connaissait pas, là on les connaît tous, hein. On les identifie. Je suis au milieu, là, je ne sais pas si vous me reconnaissez. Bon. J'étais jeune et large d'épaule. Et cette revendication-là, donc, quand on parle de langue, culture, etc., elle vient de 50 ans en arrière. Et il y a encore des militants qui ont donc un certain âge qui portent encore ce combat. Et bien entendu, il a quelque part aidé à l'avènement d'un pouvoir en Corse, qui est un pouvoir nationaliste, autonomiste, régionaliste, on l'appelle comme on veut, depuis 2015, puisque la collectivité de Corse, qui aujourd'hui est une collectivité unique, est gérée par des nationalistes. Des gens qui sont dans l'opposition aussi, nationalistes, comme moi aujourd'hui, qui étaient dans la majorité conseillers exécutifs en charge de la langue et en charge de la gestion de l'eau, parce que c'est aussi un des fondamentaux de notre combat. Et voilà, donc, juste pour le début de l'histoire, on continue. Alors, j'ai mis beaucoup de... voilà, ça c'est les années 80, c'est le début du syndicalisme enseignant structuré, je dirais nationaliste. Diego Augusto in bocca alla bana, l'homme corse dans la bouche de l'avenir, avec une classe de CE1 d'ailleurs. Et on commence à parler d'éducation bilingue, donc on est dans les années 85. On parle de Corse intégrée à l'époque, on ne parle pas de filière bilingue, on parle de Corse intégrée. Donc il y a déjà une construction avec des enseignants militants, je précise. On n'a pas encore de CAPES, donc c'est le primaire qui pousse avec bien entendu une véritable force, je dirais, à côté, politique, et surtout un rapport de force. Un rapport de force. Voilà. Je n'ai pas besoin de le développer. On n'a jamais... quand on est contre le mur, on essaie pas de pousser le mur. On essaie de pousser celui qui nous pousse contre le mur. Voilà.
Donc ça c'était... Donc on a commencé à ce moment-là à revendiquer, et l'Assemblée de Corse, dès l'époque, donc il y a 40 ans de ça, a commencé à s'y intéresser de manière assez significative. Allez, on avance, parce que ça je vais être long. Hein. Voilà. On arrive à 2002 avec quelque chose qui déroge par rapport au droit commun. La Corse a un statut particulier, et il y a donc un article 7 qui nous donne quelque part, en tant que politique, un peu la main sur beaucoup de choses. Bon, je vous laisse lire, hein, il n'y a pas de secret. On est donc, en tant qu'élus, ceux qui adoptons un plan et qui, bien sûr, conventionnent avec l'État. Ça, c'est énorme parce que ça va amener derrière un certain nombre de dispositifs qui vont être quand même relativement efficaces, même si on avance, là, je pense que tout le monde a... Voilà. Alors ça, c'est par exemple, je vais être un peu brouillon parce que j'aime bien le brouillon, ça c'est une question orale qu'on pose à l'Assemblée de Corse en début de séance. Ça, c'est une question que j'avais posée à l'époque. Voilà. Pas vieille, celle-là, hein, doit être... Question en langue corse. Donc, je rédige en corse et je transmets à l'administration ma question en langue corse. On me répond, autant que faire se peut, en langue corse. C'est-à-dire que, malgré les tribunaux, malgré tous ces juges, on utilise le corse à l'Assemblée quand on veut, comme on veut, à l'écrit et à l'oral. Voilà, ça je vous le dis, parce que ça c'était une question sur la langue corse d'ailleurs, mais je l'ai posée sur l'énergie. On est quelques-uns systématiquement justement à parler en corse. Maintenant, on a mis des traducteurs, mais on est quand même sur des motions, sur des questions orales, un peu comme les questions au gouvernement à Paris, on utilise le corse. Voilà. C'est important de le dire, et on se fout pas mal des tribunaux administratifs et du reste. Hein. Je vous le dis comme ça, il n'y a pas de problème. On continue. Voilà, bien entendu, quelques dates importantes. Donc, en 2013, quand même, j'étais dans l'opposition à l'époque, la majorité était à gauche, on vote une demande solennelle de co-officialité. Co-officialité qui était un gros mot prononcé par un Corse, d'ailleurs, qui s'appelait Jean-Baptiste Marcellesi, dans les années 83-84. Et donc, on a repris parce qu'on s'est dit que pour sauver une langue, il fallait absolument, à un moment donné, qu'elle ait une légitimité et surtout qu'elle crée une protection juridique pour nos citoyens. Parce que le facultatif et l'optionnel, et pour le souligner, nous rend, en tant que peuple et en tant que langue aussi, aléatoire. Un plan en 2015, sur 13 grands domaines, qui déborde des cours de création, qui va donc dans les médias, qui va dans les administrations, dans les concours de recrutement. C'est qu'en gros, le Corse, pour une société bilingue, en gros, c'est ça l'idée, c'est-à-dire ne pas le réduire à une discipline scolaire. On ne peut pas apprendre un enfant à parler corse et dès qu'il sort, se retrouver dans un monde qui parle autrement. D'autant qu'il le connaît déjà. Donc il fallait absolument qu'on ait un plan. Ce plan, bien entendu, a accouché d'un contrat de plan État-région. Je l'ai parlé hier soir au dîner, on en parlait. 18 millions à l'époque, en 2015, 8 et 8 en gros. 8 de poussière, 17 millions de poussière, donc en gros 8 millions chacun, 8 millions quelque chose, État-région, avec 4 grands piliers, notamment, on n'a pas encore évoqué ça, mais la création de centres immersifs, où les classes passent des semaines, comme ça, en immersion, dans les villages, et bien entendu, aussi un effort conséquent en matière de production d'outils didactiques pour les classes. C'est important d'avoir... Et c'est vrai que quand on parle de l'histoire, les programmes, les nôtres, à 50%, je crois qu'ils sont pratiquement régionalisés, même si le mot n'est pas forcément le mot adapté. Quand j'étais exécutif, donc on a amélioré cette convention, on a créé un conseil académique territorial, parce qu'on voulait co-gérer notamment le fléchage des postes, des instituts bilingues, des professeurs bilingues. On voulait gérer aussi l'ouverture et la fermeture de classes. Gérer, en gros, co-gérer un peu, éviter, donc ça c'était avec Valo Belkacem à l'époque, on voulait éviter de se retrouver à subir la carte scolaire, par exemple, qui est très dangereuse pour nous. Et y compris donc impulser un nouveau concours de recrutement avec des nombres conséquents d'enseignants corsophones. Un plan média, on a donné beaucoup de sous aux médias privés et publics parce qu'on voulait aussi que ça apparaisse, et il y avait notamment le quotidien local très lu qui produisait chaque mois 10 pages en Corse, distribué à 10 000 exemplaires dans les écoles et les lycées. On a commencé, parce qu'on avait exigé, oui, on peut dire comme ça,
on est un peu prétentieux. À l'époque du ministère, 3 gros points en 2016. L'immersion en tant qu'expérimentation dans les classes maternelles. Un grand plan de formation pour les enseignants du primaire. Et grand plan et l'agrégation, la création d'une agrégation. Donc, en 2018, on se retrouve donc avec les premières ouvertures immersives publiques, notamment dans ma commune. J'ai une forme enseignante, j'ai 2 fils enseignants aussi de Corse, donc on est dans un giron assez corsophone. Et donc, on se retrouve avec 6 classes immersives publiques en 2018. Après, je vous donnerai des chiffres de cette année, ils sont comme, c'est plus la même chose. Et bien entendu, quelque chose qui, justement, était important, bon, j'ai sélectionné, vis-à-vis du Corse dans la société, est Gaz et Dialing, les maisons de la langue, qui permettent à tout le monde de venir se former. Alors, mon prédécesseur, à cette tribune, connaît très bien la chose, puisqu'il est venu d'ailleurs visiter. On peut apprendre la guitare en langue corse, on peut apprendre le chant, le théâtre, les ateliers d'écriture, les visites, séjours immersifs, des randonnées immersives, etc. Le public, donc le Corse, ou l'arrivant, il peut venir systématiquement. Donc et on en a quand même une bonne quinzaine en Corse. Ça pèse à peu près 1 million d'euros quand même, hein, subventionné par la collectivité. Hein. Qui subventionne aussi maintenant l'immersion associative, Scolagours, qui ressemble un peu à Diwan ou à Castola, avec des sommes quand même assez importantes, puisque le budget, tout confondu, pour nous, tourne autour de 5 millions d'euros. On avance un peu. Où je suis, oui, on a avancé. Voilà, ça c'est le CPR. Donc voilà, j'ai parlé du centre immersif, des ressources pédagogiques, le grand plan de formation, et bien sûr, le fonctionnement des sites, qui est important. Alors, l'immersion, on y reviendra, je vous donne des chiffres quand même qui sont assez édifiants. Donc, on avait 4 axes, ils sont restés d'ailleurs, les mêmes, dans l'esprit du directeur, puisqu'il y a un nouveau plan aujourd'hui, qui s'appelle Scuola 2030, École 2030. Vous verrez, c'est pas mal. Donc, ça, c'est les 4 axes qui ont porté notre convention, avec, bien sûr, des objectifs à atteindre sur la généralisation, et surtout sur la formation des hommes. Pour l'insisté tout à l'heure, quand on voit Blanquer, c'était en 2019 ou 2018, on lui demande un grand plan de formation, mais pour le secondaire aussi, pour les professeurs de disciplines non linguistiques, DNL qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire les profs d'histoire-géographie, de maths, pour avoir des filières bilingues dans le secondaire, parce que c'était le parent pauvre, et surtout après au lycée. On avance, toujours. Voilà, ça c'est, pour la petite enfance, les crèches. Ça c'est 50 000 euros. C'est un memento, c'est une Bible, pratiquement, on peut dire comme ça. Je l'ai entendu tout à l'heure. Pour les aides maternelles, c'est-à-dire que tout ça, alors je voulais le porter, mais il est grand. Et il est extrêmement documenté et surtout très pédagogique. Et une aide maternelle se forme avec ça, avec y compris des recours à Internet. À l'intérieur, il y a tous les liens possibles et imaginables. C'est une réussite parce qu'en plus, avec ça, il y a des tableaux. Et dans toutes les crèches, maintenant, pratiquement, on peut y mettre notre action. On a à la fois cette formation et, bien entendu, tout son corollaire, je dirais, visuel. Voilà. Ça, c'était important pour nous d'avoir, avant la maternelle, déjà une immersion très vite. Voilà. Donc ça marche dans pas mal d'endroits. On peut avancer. Voilà. Alors ça, c'est le site internet, une autre, celui qu'on finance de Canopée. La collectivité finance chaque année 400 000 euros. Donc, sur cette rubrique. Vous avez tous les manuels, donc vous en disposez soit format papier, soit carrément avec des films. Là, c'est vraiment, je crois que c'est une des grandes réussites. C'est une ressource inestimable pour les enseignants, parce que vous allez trouver de la maternelle à l'université un maximum de choses, dans tous les domaines, histoire-géographie, lecture, littérature, film, enregistrement de locuteurs, vous avez des thématiques surtout, et les fruits, vous avez vous avez un peu de tout. Là j'ai pris la page au hasard, mais là par exemple, on peut avancer, je vais vous montrer quelque chose d'autre.
Voilà. Vous avez par exemple, je vais me lever, hein, c'est plus simple, vous avez par exemple un livre, il y a 50 documents de l'histoire de la Corse. Vous avez de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, y compris avec des photos subversives, l'histoire de la Corse, version corse, version française et version enseignante. Le livre du maître aussi, le livre du prof. En géographie, en sciences, en culture, on a une multitude de documents, et après nous avons aussi des documents région par région, toujours dans le choix français, choix corse. Hein. Donc beaucoup de soutien, je ne parle même pas du reste, on a traduit des méthodes de mathématiques, des livres d'histoire-géographie de 6e, 5e, etc. Moi j'ai tout récupéré à l'époque, quand j'étais à l'ESPU, parce qu'on travaillait beaucoup aussi avec les profs du secondaire. On avance, donc là je fais très vite. Le recteur donc, dévoile son plan, et dans son plan, c'est assez impressionnant, c'est un recteur qui parle corse. C'est un spécimen qui va finir peut-être au musée, parce qu'il est arrivé et il a parlé corse. Moi je l'ai vu dernièrement, il a tenu pendant une demi-heure dans un repas, je suis en Corse, et il est convaincu. Alors, j'ai quand même une crainte, et je n'ai pas le seul à l'avoir, je pense qu'un de ces quatre, on va nous le transférer ailleurs, alors peut-être en Alsace. En Alsace, c'est sûr. Mais je ne sais pas si par l'Alsacien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois. Moi, j'ai été syndicaliste étudiant donc, il y a une quarantaine d'années, et syndicaliste enseignant aussi. On a toujours été confrontés au recteur dans un rapport de force. J'en parlais un peu hier soir aussi. On normait souvent au rectorat, on occupait. Bon, on a fait la comédie, hein, pardon d'expression. Et là, on a un recteur qui est carrément. J'ai l'impression que c'est un recteur militant. Donc, il nous aide considérablement. Avançons, je ne sais pas si c'est le détail. Alors, le recteur impulse, et c'est l'Assemblée qui est à la remorque, paradoxalement. Et on signe donc, pas moi, mais moi je l'ai soutenu, bien entendu, une convention, c'était en octobre dernier, donc une convention d'objectifs et de moyens. Et là, il y a encore des moyens financiers, et le recteur force carrément, je le dis de manière cynique, mais c'est ça, force carrément l'exécutif de l'Assemblée de Corse à mettre la main dans la poche, un peu plus que d'habitude. Parce que lui, il met quand même 11 millions dans tout ça, avec les moyens. On a quand même des brigades de remplacement pour les stagiaires. Donc on a forcé l'Assemblée de Corse à doubler cette brigade et arriver à 40 quand même, 40 maîtres remplaçants, on dira, pour le primaire, pour la formation courte et longue. On avance. Alors, est-ce que j'ai des chiffres? Je peux vous donner des chiffres quand même. Tant pis, c'est un peu long, mais bon, je viens de loin, donc j'en profite. Donc là, j'essaie de vous donner des chiffres. Alors, dans le primaire, à l'heure où on parle, l'enseignement bilingue, c'est à peu près 13 700 élèves qui le suivent. Ça fait à peu près 60% des élèves du primaire en Corse. Dans l'immersif, il y en a 7,5%. 7% des poussières. Il y a 1721 élèves dans l'immersif public, aujourd'hui en Corse. En termes de classe, immersif public, il y en a 95, je crois, de mémoire, à une près. Et voilà, c'est des chiffres qui paraissent beaux, ouais, paraissent sympathiques et encourageants pour les autres. On n'est pas content quand même, parce qu'on n'est pas encore à la généralisation, mais c'est un effort surhumain, moi je le dis, parce qu'on ne mesure pas l'implication, l'engagement des nationalistes corses notamment. Bon, on a gagné le combat culturel, comme disait tout à l'heure Michel, on a gagné ce combat culturel depuis longtemps, mais on est confronté un peu à ces gens qui débarquent, après on en parlera, qui disent mais il faut sauver la langue, pour autant ils ne font rien. Il faut sauver, mais sauvez-vous, c'est mieux. Allez-y. On dit chez nous, armez-vous, j'ai parti. Armons-nous et partez. Le fait est qu'il y a une volonté. On a la chance d'avoir cette base militante d'enseignants de la première génération qui part à la retraite maintenant et qui a réussi à enraciner une pédagogie et surtout à gagner ce combat, y compris vis-à-vis des élus. Moi, j'ai été en conflit avec les élus dans les années 80 parce que je faisais du corse en classe. Bon. On se levait, on repartait, on renversait la table. Mais bon, je dirais, on n'avait pas le choix. Donc,
Donc on a des chiffres relativement en progression, je le dis tout de suite, et on a fait un saut énorme entre l'an dernier et cette année. C'est-à-dire qu'on est passé de... Il y avait à peu près une vingtaine, même 25 classes immersives. Cette année, on est pratiquement à la centaine. Ça suppose, bien entendu, toute une panoplie impressionnante de mise en place d'une formation des hommes. On en parlera après. Le collège, bilingue, 28% à peu près, qui suit l'enseignement de langue corse, 61%. Je parle de la Corse en général. En Corse, il y a 46 000 élèves en tout, à peu près, primaire, secondaire. Au lycée, par contre, c'est là que le bas blesse. On a 15% d'élèves qui... Vous voyez la chute. Et ça, c'est la pression sociale. C'est à quoi ça sert? Arrêtez. Au début, ça permet de... alors, en termes de résultats mathématiques français, les filières bilingues sont au-dessus des filières standards. Donc ça nous réjouit quand même. C'est un bon argument pour, justement, inciter les élèves à le prendre. Par contre, on est toujours encore dans le facultatif. Et des enseignants, et des parents, et des élèves. Au lycée, donc, on a 15,5%, sauf en filière professionnelle, on frôle les 20%. Mais on est loin des chiffres de l'élémentaire et du collège. C'est là qu'il y a un travail énorme à faire. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la formation du secondaire. En spécialité, on doit être recommande de France, puisqu'on a pratiquement 150 élèves en SPE. C'est le 10e choix. Les mathématiques, on peut essayer des choix des enseignements de spécialité. C'est le 2e choix, c'est pas mal, mais on est en pourcentage, c'est infime, mais c'est quand même un chiffre qui est pratiquement triplé par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a apparemment une dynamique nouvelle qui s'impulse. Voilà, je ne parle pas du reste, ni des évaluations, simplement, on peut avancer un peu, là, parce que là, voilà, pardon, j'ai oublié les chiffres. Voilà, donc vous voyez, là, vous avez le détail. C'est pas mal, hein. Ah oui. C'est pas mal parce que... mais il y a quand même encore des petits villages gaulois qui résistent. Vous voyez, en 240, on a encore des endroits alors là où on n'a pas d'enseignants, on a la possibilité d'avoir des intervenants, histoire d'avoir quand même une offre quand même. Mais bon, on peut avancer encore un peu. Voilà, ça c'est... Donc il y a quand même sur à peu près... il y a la moitié des professeurs des écoles qui sont habilités en langue corse, donc il y a une habilitation qui est avec une préparation. Il y a 11 conseils pédagogiques, il y a un inspecteur, il y a donc une dizaine de profs, donc de maîtres formateurs, et bien entendu, presque une centaine d'enseignants qui accueillent de manière temporaire dans leur classe des stagiaires. La petite remarque que je vais faire ici, c'est que entre il y a 20 ans et aujourd'hui, un seul inspecteur de langue corse pour tout un pays, c'est insuffisant. 11 conseils pédagogiques, c'est largement suffisant. C'est une motion de 2022 que j'ai ici d'ailleurs, où je pose justement ce problème de l'encadrement et de l'accompagnement. On ne peut pas avoir 20 ans après le même nombre, avec les chiffres que je vous donne, le même nombre d'encadrants, c'est pas possible. C'est une hérésie. Je l'ai dit au recteur qui m'a dit j'ai pas les moyens. Bon, on verra. Ce sera encore un combat à mener. Avançons un peu. Voilà. Voilà, ça c'est des chiffres par contre importants. On a quand même formé déjà pratiquement 260 professeurs d'école, parce qu'il y a des formations donc, systématiquement. Et il y a aussi des formations longues, donc avec une brigade qui les remplace, et des formations courtes. Et il y a aussi, bien entendu, maintenant une formation très importante en immersion. C'est qu'on forme des professeurs d'école pour l'immersif. Et la licence qu'a évoquée tout à l'heure Paul, cette licence en 5 ans, donc 3 plus 2, c'est un master enseignement et éducation à l'SPE, qui donc commence à marcher, a bien marché. Avançons. Je ne sais plus ce que j'ai mis après, en secondaire, bien entendu, on pousse, voyez, on pousse. Voilà. Ça, c'est chez tout à l'heure, je vous les donne. Vous pouvez oui, je vous donne les chiffres à peu près. On a quand même des chiffres. Voilà, la chute, elle est vertigineuse. Hein. Ça, c'est important parce que moi, j'aime pas le mensonge de santé de certains politiques qui disaient tout va bien. Non. Moi, j'ai été enseignant au primaire, en classe unique. J'ai été en collège, j'ai été en lycée, j'ai fini à l'SPE, j'ai monté un ascenseur. Et j'ai remarqué que chaque fois, je me retrouvais avec une réduction des effectifs. Voilà, on avance.
Voilà, là aussi, il y a un EPR. Tous les lycées de Corse offrent l'aspect et le bilinguisme. Il y a maintenant quelques filières bilingues. C'est aussi un vieux combat. Et il y a maintenant, par contre, 61 professeurs habilités, donc pour enseigner dans une autre matière, des disciplines non linguistiques. Mais on a un problème de ciblage et de fléchage, comme pour le primaire. C'est-à-dire que dans le recrutement, on essaie, c'est pour ça qu'on avait créé ce conseil académique territorial, qui aujourd'hui est un peu à l'abandon, parce qu'on voulait absolument gérer les fléchages sur les sites qui avaient besoin de ces enseignants. Et là, il y a une espèce de déperdition, parce qu'il y a aussi des opportunistes qui essaient de prendre l'habilitation pour laisser ces postes fléchés, mais finalement, derrière, ne pas faire ce qu'il faut faire. Voilà. Mais ça, c'est dans le détail. On avance. Je ne sais plus ce qu'il y a après. Ah voilà. Dernière, ça c'est fin janvier à l'Assemblée de Corse. Donc il y a un nouveau rapport d'une commission ad hoc sur la politique linguistique de la collectivité. Romain Colonne, que beaucoup doivent connaître. C'est une redite. Malheureusement, de mon point de vue, il n'y a pas de révolution. Il vient enfoncer une porte ouverte. L'important, c'est maintenant de pouvoir justement répondre précisément à la demande. On avance un peu parce que c'est pas extraordinaire. Voilà, en gros, les sept commandements de ce rapport qui rejoint ce qu'on a déjà fait depuis longtemps. Donc, l'accès à la langue, bien sûr. Bilinguisme, plurilinguisme, traduction, je passe sur les détails. Nous sommes une zone frontalière. Dans tous les cas, nous sommes au centre du monde. Nous sommes un rond-point méditerranéen. L'équipement de la langue, canopée, etc. La question d'internationaliser. On a en Ganour, en Sardaigne, 400 000 locuteurs qui parlent une variante du corse pour nous. Donc on est en train de tisser des liens avec le nord de la Sardaigne, justement, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. D'autant qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous et qu'eux ont quand même préservé beaucoup plus que nous, le parler vernaculaire. Les conventionnements sont essentiels. Alors, bien sûr, ils regardent l'Assemblée par rapport à l'État, mais il y a dans notre stratégie depuis longtemps ce qu'on appelle des conventions avec les intercos et les mairies. Par le biais d'une charte qui était à 3 niveaux, où il y a des engagements des collectivités à assumer un certain nombre de choses. Ça va de la toponymie, de la signalétique, jusqu'à la formation des personnels. C'est important de... Voilà. Après, le vrai domaine sur lequel il va falloir créer des outils performants, un peu comme les Basques, c'est l'évaluation de tout ça. Comment on fait pour... moi, quand le recteur me dit, mais vous savez, il y a 50% des élèves en 3e qui sont en B2, de ceux qui suivent, je demande à voir. Si l'évaluation porte sur l'expression orale, sur la compréhension, sur l'équilibre, etc. Je passe. Passons. Je continue. Je vais très vite parce que sinon je vais... Voilà. Ça, j'en parle pas. C'est le combat. L'autonomie. Parce que il nous faut un cadre aujourd'hui où on puisse avoir pas les mains libres. On ne demande pas... moi, je ne suis pas séparatiste. Moi, je suis pour la souveraineté locale. Je suis pour pouvoir décider de mon destin en laissant les régaliens aux régaliens et en récupérant un maximum, y compris dans le législatif, pouvoir actionner. Donc, officialité, c'est parce qu'on a besoin de protéger ceux qui aujourd'hui parlent corse. Sinon, vous savez, comme ici, vous aurez un tsunami démographique qui arrive déjà, puisque nous sommes une des régions les plus attractives, où la population corse augmente de 1,1% par an, alors que nous avons un sol naturel négatif. Donc vous voyez où on est, c'est qu'il y a à peu près 4, 5, 6, 7 000 personnes qui arrivent chaque année en Corse. Donc on a un problème qui va être électoral, un problème linguistique, parce que beaucoup, alors il y a ceux qui disent, ah c'est beau, j'aime la charcuterie, j'aime la polyphonie, j'aime la Corse, et qui vont dire, oh, on met des enfants, ça fait bien de mettre des enfants dans les filières bilingues. Mais beaucoup vont pousser des revers de manche, et vont dire, j'aime la langue corse, il n'y a pas de souci, mais ne vont rien faire, et vont donc contribuer par leur silence et leur comportement à nous enfoncer, quoi, carrément. Donc c'est un grand combat. Le combat de la confidentialité, il dépasse le mot officiel. Il est sur la légitimité, sur notre instinct de vie.
qui est en jeu. On continue. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a après. Voilà. Ça, bon. C'était ce qu'on avait exposé il y a quelque temps, notamment à Colmar. En gros, comment on définissait le cadre de la confidentialité, avec bien entendu un processus, moi je vais à la fin du film, un processus, la planification linguistique et culturelle de ce pays, qui passait par le plan Lingua 2020 et qui doit passer par le plan, et qui va passer par le plan Lingua 2030. Ça, c'est quelque chose qui va nous permettre, j'espère, de cadrer les choses, en espérant que Paris actionne. Voilà, j'insiste sur 2 ou 3 petits points. Par exemple, les moyens accordés aux institutions, à la société civile et aux citoyens. La formation, l'usage et la visibilité. C'est la même chose, on parlait tout à l'heure, on revient partout au même cabanon, en Corse, au même souci. C'est-à-dire qu'on doit sortir des cours de l'école. Il faut qu'on arrête de lire le corse à l'école ou l'alsacien à l'école. Nous, on a besoin de partout. C'est le lien à la terre, la langue. C'est pas le lien à l'école, c'est pas le lien au tableau noir, au tableau Véléda. C'est un lien à la terre et à une société qui essaie d'exister. Il ne faut pas qu'on nous résume au bulletin officiel de l'éducation nationale. Voilà. Ou à un ministère, Rue de Grenelle. Passé, je ne sais plus ce qu'il y a après. Ah, mais c'est la fin. Hein. Voilà. Un magasin en Corse, il y avait un bombage, et sur ce bombage, il y avait des soldes, et le bonhomme, il a mis, tout doit disparaître. Et j'ai dit, tiens, j'ai trouvé la fiche extraordinaire, j'ai dit, finalement, la terre, le peuple, la langue et la nation. Et tout doit disparaître. Donc, voilà, ça c'est un peu notre combat, en résumé. Hein, on ne peut pas séparer ce combat de la langue du combat de la terre, du peuple, et bien sûr de la conscience nationale. Parce que si un jour on s'est dit il faut sauver cette langue, c'est parce qu'on avait une conscience qui n'était pas forcément la conscience et un accent. Il n'était pas l'accent forcément de Paris. Voilà. Et après, je ne sais pas ce qu'il y a. Il doit y avoir d'autres. Voilà. Voilà. Ringraziare en Corse, ça veut dire remercier. Ça, c'est Aviletta. Aviletta, c'est la fougère. En Corse, on dit un ti scordar di Aviletta. N'oublie pas la fougère. N'oublie pas d'être Corse. Parce que la Aviletta, ça c'est rhizome, ça c'est racine, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle revient toujours. Merci. C'était long, hein. Merci, Saverio. Oui, merci beaucoup, Saverio. Donc, nous utilisions la fougère dans les métaux dans l'élaboration des charbons de bois. C'est ce qui permet de doper et d'obtenir du métal. Donc nos anciens connaissaient ces procédés-là. Et donc, effectivement, c'est le lien, c'est le petit piment en plus qu'apporte la terre pour faire en fait d'une éponge de métal qui ne vaut rien en un métal que l'on peut forger et que l'on peut utiliser et usiner. On va sportir. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est le moment de passer aux questions de la salle. Alors, voilà, donc Jean-Marc va distribuer le micro. Jean-Marc. Là. Les dames d'abord, merci. Merci pour vos exposés, hyper intéressant. C'est un bonheur de voir ce qui se passe en Corse et c'est tellement exemplaire par rapport à ce qui se passe chez nous. Moi, je voulais soulever le fait qu'en Alsace, on a un problème supplémentaire. On dispose évidemment d'une convention tripartite entre la région, la collectivité européenne d'Alsace et ABCM Sparigkeit. Malheureusement, étant donné qu'on est maintenant dans cette méga région,
les subventions baissent. Donc l'année dernière, on a encore perdu 26 000 €, ce qui représente chez nous un demi-poste d'enseignants au sein des écoles ABCM/Parijskeit. Je vous passe allez, on va dire le mot, les vols de l'éducation nationale qui s'est accaparé le budget alloué au bilinguisme. Des 3 millions d'euros qui sont alloués chaque année au bilinguisme, ils en sont accaparés 500 000 pour payer les profs d'allemand. Alors que les profs d'allemand sont censés être payés par l'éducation nationale comme les autres profs. Et par rapport aux évaluations, nous, l'éducation nationale nous menace depuis 92 en disant « Ah, on va vous évaluer, on va vous évaluer, on va vous évaluer ». Ils ne l'ont jamais fait, évidemment. On sait pourquoi. Donc on a décidé il y a quelques années, avec l'aide de notre directrice pédagogique Sabine Rudio, de faire nous-mêmes nos propres évaluations. Alors quand je dis nous-mêmes, c'est par des personnes, enfin, des instituts indépendants d'Anserland, de ABCM/Parijskeit, qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait nos évaluations. Ce projet s'appelle le projet PIL, et le livre est sorti. Et donc la conclusion du livre, c'est évidemment celle à laquelle on s'attendait. C'est-à-dire qu'on a pris des enfants de CP, CE1, CE2, monolingues, bilingues paritaires, donc de l'éducation nationale, et école ABCM/Parijskeit. On a essayé de prendre aussi des élèves qui ont, si vous voulez, une catégorie, des parents qui ont des catégories socio-professionnelles à peu près équivalentes. Il ne faut pas qu'on puisse nous reprocher, ah bah oui, mais vous avez des élèves élites, voilà. Ce qu'il en ressort évidemment, c'est que le niveau d'allemand est meilleur. Le meilleur, évidemment, c'est dans les écoles ABCM/Parijskeit, les élèves qui sont en immersion. Il est très bon aussi pour les écoles bilingues paritaires et évidemment nul pour les écoles monolingues. Mais là où les résultats sont plus impressionnants, c'est que ces mêmes élèves-là sont également meilleurs en français. Ça, vous le saviez aussi. Comme chez nous. Et donc maintenant, nous avons évidemment offert ce livre et nous espérons que les résultats de ce projet PIL soient diffusés à grande échelle, mais il y a peu d'espoir. Malheureusement, il y a peu d'espoir pour nous. Notre ancien recteur Faron était recteur il y a 2 ans dans cette salle même, quand on a lancé le projet de classe Tommy Ungerer. Si Tommy Ungerer entend, il va se retourner dans sa tombe, puisqu'ils ont ouvert les classes avec 25% de français. Donc ils appellent ça des classes immersives, or il y a 25% de français, et l'enseignement, qu'il soit en langue régionale standard ou dialectale, et le français sont dispensés les 3 par la même personne. Ce qui revient à nier complètement les fondamentaux de l'enseignement bilingue. Voilà, c'était mes remarques. Merci. Attendez, avant, juste, Paul Moula qui était aussi en ligne, Saverio est toujours là, les questions s'adressent à nos intervenants, essayez d'être concis, parce que le repas nous attend. Donc tout à l'heure, il y avait une première main ici, et on aura encore 2 questions après, parce que le repas s'annonce. Mais allez-y aux questions, ne faites pas d'exposé, merci. Désolé. Alors ma question était de savoir combien de langues corse il y a pour pouvoir enseigner le corse. Parce que notre problème, sur ce que j'ai compris, c'est que d'abord l'Alsace a plusieurs langues régionales et que l'enseignement se fait, la langue, disons, enseignée, c'est l'allemand. Et ça aussi, ça pose un problème par rapport à beaucoup d'Alsaciens. Et alors que pour vous, je pense que le problème existe certainement moins pour l'universalité corse de l'enseignement du corse. Ici, le problème, est-ce qu'on enseigne le français? Est-ce qu'on enseigne l'alémanique? Est-ce qu'on enseigne l'allemand? Voilà. J'aimerais bien répondre. C'est juste cette question. Je vais laisser répondre par rapport au corse. Parce qu'eux, ils ont la différence avec l'italien aussi. Bon, la Corse est une, mais divisible. On est un archipel. On n'est pas comme... Pardon pour Paris. On a des variétés régionales. C'est un pays comme ça, du nord au sud, on a avec quand même une intercompréhension. Moi, je suis marié dans le sud, donc l'extrême sud. Et je viens du nord, mais il y a forcément quelques... Mais on a... C'était dans les années 80,
ça a été la grande discussion des politiques qui étaient plus forts que nous en matière d'analyse linguistique, ils faisaient la social linguistique, ils disaient vous allez apprendre le corse alors que lui il parle comme ça, lui il parle comme ça, c'est pas possible, on tire au timoumique, on peut pas se sortir. Et il y a eu des gens quand même, des gens qui ont des noms d'amphithéâtre, notamment à Corté, à la fac, qui ont dit mais le corse c'est l'unité plurielle. C'est une langue qui a ces 3-4, je dirais, variantes majoritaires, nord-sud, ce qui fait que chaque fois qu'il y a une formation, quand j'allais dans le sud faire une formation à des professeurs des écoles, je m'adaptais au parler du sud. Et dans le nord, je restais nordiste. Et dans les éditions, la majeure partie des éditions de Canopée en langue corse, elles tiennent compte à la fois du parler majoritaire du sud et du nord. Il y a au moins, je dirais, c'est bilingue, on dirait comme ça, mais sachant que les deux sont pratiquement... Il y a des désinences différentes sur les conjugaisons, même, je ne veux pas sur les détails, mais il n'y a jamais eu de problème de savoir quel corse on a enseigné. On enseigne le corse du tout. C'est-à-dire qu'à Porto Vecchio, on parlera, l'enseignant, il a le corse de Porto Vecchio, le Bastier, etc., etc. Donc on a balayé tout ça parce que c'était le premier argument des Antilles à l'époque pour justement nous dégager et finalement nous laisser dans le monolinguisme, je dirais, voilà, clientéliste. Merci à tous. Je voulais juste dire à celui qui se pose la question de savoir quel corse on enseigne ou quel alsacien, il faut sortir du cadre français où on a une langue hyper normée avec une prononciation normée. Que je sache, en Allemagne, on ne se pose pas trop la question, en Italie non plus. On parle l'allemand ou l'italien qu'on a envie de parler et on écrit tous de la même façon. Eh bien, c'est un peu ce qu'on fait en breton également. Parce qu'en fait, effectivement, il y a des différences de prononciation. Je pense en particulier au dialecte vantais, mais ça n'empêche que nous avons la même écriture, que la grammaire est la même, que la conjugation est la même, et finalement, c'est juste une différence entre prononciation et un mot. Évidemment, ça n'empêche absolument pas la compréhension à partir du moment où on sait qu'un S va se prononcer S chez certains, CHE chez les autres, et que nous avons le trait H, par exemple, on sait que Z par la majorité du temps et que c'est H aspiré chez les autres. Donc en fait, tout cela est une vision complètement bien française de la langue, avec une normalisation extrême, donc il faut se sortir. Donc en gros, l'idéal, c'est de parler la langue que parlent les gens du coin quand on peut le faire, c'est-à-dire de l'ancrer dans le territoire, et après on écrit tous de la même façon, et comme ça il n'y a pas de problème. Donc il faut se sortir un peu du prisme français qui dirait qu'à partir du moment où un phonème change un tout petit peu, oh mon Dieu, on ne comprend plus rien. Donc, si vous regardez tous les pays qui nous entourent, ce sont tous des États fédéraux ou des États avec des autonomies régionales, ce qui me paraît être l'autonomie régionale la meilleure façon pour la France, parce que nous sommes un pays très divers et varié, et on ne peut pas donner les mêmes compétences et la même volonté à certaines régions qui ne veulent pas, par exemple, et à d'autres régions qui le demandent encore et acquis depuis des années. Donc, les autonomies régionales me paraissent totalement nécessaires, ne serait-ce que pour une chose, évidemment, développer et améliorer l'efficience des politiques publiques, ça ne peut se faire que sur le terrain. Or, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une administration centrale qui écrit des règlements qui sont effectivement conformes au droit, avec des spécialistes de la question, sauf qu'ils cherchent un idéal qui est quasiment impossible à atteindre quand on est à, si vous voulez, à mettre en place des règlements sur le terrain. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle la France n'est pas efficiente aujourd'hui. On le voit bien, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, et qui va sortir des langues, mais vous allez comprendre. Nous avons 90% du territoire français qui est aujourd'hui menacé de désert médical.
qu'on a eu une haute administration qui n'a pas voulu voir, d'une part, les besoins, d'autre part, les changements de mentalité des médecins, qui ne travaillent plus de la même façon, et n'a pas été capable de prévoir le nombre de places du numerus clausus. Si jamais on avait régionalisé ça, on s'en serait aperçu beaucoup plus facilement, parce que tout simplement, les élus locaux sont au contact des territoires et de leurs besoins. Donc on voit bien que le fait que finalement le centre prenne tout et veut décider de tout, c'est un danger pour l'efficience des politiques publiques et même pour en l'occurrence, pour la santé de nos citoyens. Donc, on n'a qu'une seule solution, à mon avis, pour améliorer tout ça, c'est de confier beaucoup plus de pouvoir aux élus locaux et évidemment de passer à quelque chose qui sont des autonomies régionales. C'est ce que la Corse demande, avec raison, avec un changement de constitution, mais c'est ce que un certain nombre de collectivités locales autres, comme la Bretagne par exemple, demandent également. Et là, on voit bien qu'on a besoin d'un changement constitutionnel. Et pour vous, les Alsaciens, on a même besoin d'un changement de loi pour redécouper la région. Merci beaucoup. Remerciez-vous parce que on est complémentaires finalement dans tout ça. J'espère que la Bretagne sera autonome. Nous participons quand même à un processus aujourd'hui d'autonomie dans lequel, il est tellement de choses à dire, notamment on avance sur les compétences. On veut carrément transférer les compétences de l'éducation à la Corse dans ce processus d'autonomie. C'est pas d'autonomie au menu d'un restaurant avec on veut ça, on veut pas du tout. On veut absolument avoir un maximum d'outils et ne serait-ce qu'au niveau de l'éducation, avoir donc la main sur la gestion. Sinon vous êtes des otages permanents des budgets de Paris et des conseils concessionnels et autres. Donc on a besoin aujourd'hui d'assumer et de maîtriser son destin avec ce transfert. Donc nous, l'autonomie, c'est en avril, on va continuer et vous avez compris, on va rien lâcher. Merci à Paul, merci à Fabien. Weiß und Rot.